Bonjour et bienvenue dans Certains l'aiment à Deauville, l'émission qui débriefe les films dans le port, tout simplement, sur un bateau, sur un yacht. Ça y est, on a vu des hommes hier, tu vois des porcs partout, quoi. C'est ça, je suis encore en stress post-traumatique, exactement. 6e et avant-dernier épisode, spécial festival du cinéma américain de Deauville 2020. Je suis Thomas et avec moi, toujours, encore une fois, en léger différé parce que c'est du podcast, ça ne change pas, depuis la Villa Claque. Les critiques acérées, les vieux loups de mer de la critique. Je vais rajouter une blague là qui sort comme ça et qui fait que c'est assez marrant parce qu'on dit que c'est le dernier épisode et je viens de réaliser que j'ai pas partagé celui d'aujourd'hui. Du coup, vous aurez 2 épisodes au même moment. On vous aime. Sur Twitter, oui, bon. Mais oui. Heureusement que les gens sont abonnés sur leur application de podcast préférée. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, etc., etc., etc. Tu m'avais dit de te faire un signe pour faire le moment raccord et sponsor. Je me suis démerdé comme j'ai pu, je suis désolé. Non, ce sont les applis, même sur YouTube. C'est incroyable. Bon, donc Thierry, vous l'avez entendu, voilà le Twitter Master. C'est moi. Voilà. Marwan. Salut. Le Aldo Machon de la bande. Enchanté. Le doc gynéco de la bande. Le séducteur, vous le verriez marcher sur la plage. On dirait l'aventure, c'est l'aventure. L'Allemagne a tremblé. Peut-être qu'on vous dira... bref. Non. C'est très bien les suppositions. Bref. J'aime beaucoup. Valentin, toujours là, toujours présent. Pour la dernière. Pour la dernière de Valentin, parce qu'il nous quitte demain, hélas. Non. Ne vous inquiétez pas, il a enregistré des samples. Peut-être C'est pas. faux. Margot aussi dans ce fin ciné. Bonsoir. Bonsoir. Et Gabin, toujours de Cinématrack et Silence Moteur Action. Coucou. Coucou. Nous reviendrons ensemble sur les films projetés ce vendredi 11 septembre, dernière journée de compétition. Au programme de l'escroquerie avec Cagillionnaire de Miranda Jolie, ou July, comme vous voulez. Un enterrement d'un Chiva Baby d'Emma Seligman. Un scandale industriel avec Rouge de Farine de Ben Toumi. La quête d'identité de Maïwen avec son ADN. Et à la fin, on vous révélera ce qui se cache derrière le festival Wonder, le complot Deauville avec Wonder. Alors, dis bien Wonder, hein, parce que si tu dis Wonder, c'est pas le même film. Hein. Wonder. Mais c'est Wonderful. Moi, je viens de dire Wonder. Non, mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de couper avant la fin de l'émission. On va pas vous parler du film pourri avec Julia Roberts et Jacob Tremblay. Hein. C'était bien, Oh, arrête. C'était vraiment sympa. Hein. Pas parce que toi, t'as pas de cœur. Ouais, c'est ça. T'es un monstre. Et vous retrouverez également tous ces films dans la temporalité, dans la description, pour aller directement à celui qui vous intéresse. Mais le mieux, c'est encore de tous les écouter. Évidemment. Habile. Pas con. Eh oui. Allez, on termine la compétition avec des films de jeunesse et un film qui sort très très bientôt, à la fin du mois, le 30 septembre. Cagillionnaire de Miranda Julie. Allez, petit extrait de bande-annonce. After this person. And clear. Now. There's a camera there, and there. Cash. No, any order. This is not a cheap tie. Most people want to be cajillionaires. That's the dream. That's how they get you hooked. Hooked on sugar, hooked on caffeine. Ha ha ha, cry, cry, cry. Me, I prefer to just skim. So do I. February, March, April? We may have to pay in installments. Rent is an installment. It's a monthly installment. They are real characters. Cagillionnaire, l'histoire d'une famille d'escrocs. Teresa et Robert qui ont élevé leur fille Old Dolio, ça c'est du prénom. À l'escroquerie est leur mantra, leur credo, chaque occasion de gratter un penny, un bon de réduction ou que sais-je. Ils vont gratter, tenter toutes les escroqueries les plus minables possibles pour économiser ou prendre un peu de sous. Et un jour, ils vont faire la rencontre d'une jeune fille
qui va bouleverser cet équilibre dans la famille. Un film avec Evan Rachel Wood dans le rôle de la fille de la famille Old Dolio et les parents Richard Jenkins et Debra Winger. Les enfants, est-ce que vous avez été scammés, hooked, attrapés et complètement capturés par ce film? Gabin, est-ce que c'est un hold-up? Eh ben, si vous vous demandiez où passaient vos colis qui disparaissaient à la poste, eh ben, vous avez une réponse avec Cagillionnaire. Voilà. Donc, c'est un peu le Ocean's 11 du pauvre. Oui. Enfin, des pauvres, plutôt. Ouais, des pauvres. Dans le sens où, un peu comme dans Roller, c'est une famille complètement ruinée, sans le sou, qui vit dans une espèce de... qui ne vit même pas dans un appartement, c'est normalement un local qui sert de bureau, à côté d'une usine à bulles, c'est tout ce qu'on sait, c'est juste une usine qui s'appelle Bubble & Company, avec l'usine donc qui a des fuites dans le fameux bureau. Puis des fuites, c'est Des un fuites, terme, hein. voilà, tous les jours à la même heure, il y a une armée il y a une mousse géante qui s'immisce par les murs, qu'il faut à tout prix, capturer sous peine que les murs moisissent et que tout s'effondre. Donc bonne ambiance, moi j'ai été assez captivé, donc comme je disais, ça me rappelait beaucoup Holler dans cette idée de voler plein de choses pour essayer de s'en sortir, sauf que là c'est beaucoup plus barré, c'est pas du tout la même tonalité pessimiste, quoique, et donc il y a toute cette dimension de vol qui est très importante, mais on se rend compte que ce qui est vraiment en toile de fond, c'est l'histoire familiale, donc entre Old Dolio et ses parents. Et donc on voit que cette fille, elle n'a jamais vraiment reçu d'amour alors qu'elle a 26 ans de la part de ses parents. Et donc c'est vrai que la relation avec Mélanie, donc cette jeune fille qu'il rencontre dans un avion, dans l'une de leurs nouvelles arnaques, ça part complètement en cacahuète. Et donc moi j'étais complètement charmé par le ton complètement, je ne dis que complètement ce soir, on est fatigué, le ton absurde du film, voilà, ça m'a vraiment charmé. Evan Rachel Wood, que j'avais l'habitude de voir en Dolores dans Westworld, donc en robot, tueur, dévastateur, tout ce que vous voulez, surtout dans la saison 3, là qui incarne donc une jeune femme de 26 ans qui pourtant a perdu tout repère, ne sait pas vraiment ce qu'est la féminité, de ce qu'elle devrait être en tant que femme, ce qu'elle aimerait être en tant que femme. Elle n'a aucune notion de ce qu'est l'amitié, de ce que sont les émotions humaines, les relations humaines. Et donc elle est complètement recroquevillée sur elle-même. Sa longue chevelure est recroquevillée, pareil, devant ses yeux. C'est limite The Grudge, mais c'est vraiment cette jeune fille qui est repliée sur elle-même constamment et qui est complètement braqué face au monde qui l'entoure. Donc moi j'étais assez fasciné par cette trajectoire qui dévie complètement tout au long du film. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et particulièrement parce que je trouve que le film a réussi à avoir un côté méta dans le sens où en fait le film nous arnaque. C'est-à-dire que oui. Qu'au départ on pense vraiment que ça va être un film sur des cambriolages, sur des cambriolages, sur une arnaque faite par la famille. Mais très vite, on va se rendre compte que ça a davantage parlé de la famille en tant que telle, de ce personnage qui est en manque de repères, et ça, pour le coup, c'est assez intéressant. Après, j'ai pas forcément été, comme toi, aussi investi émotionnellement dans le film. Je t'aime plus. Mais, j'ai beaucoup aimé les positions radicales. C'est-à-dire que, souvent, il y avait des comportements ou des réactions des personnages imprévisibles, qui ne pouvaient pas forcément être présents, mais qui avaient dans ce contexte-là une utilité. Donc en général avec Thomas quand on voyait le film, on était en mode mais quoi ? Pourquoi elle fait ça ? Pourquoi elle dit ça ? Et en y repensant, c'était finalement assez valable et c'était je pense l'essence du film de justifier des comportements aussi détraqués parce que c'est des gens qui sont détraqués. Oui, des gens cassés, eux-mêmes escamotés. Thierry ? Je suis ravi d'avoir une proposition de cinéma qui était aussi radicale et ça fait du bien que ce soit en compète d'ailleurs. Enfin voilà, on a des trucs qui sont très classiques, même sur des films qu'on a beaucoup appréciés comme Roller ou ce genre de choses, ou même Lorelai, j'ai envie de dire. Mais là, on a quelque chose qui justement a un ton, a une identité et s'éloigne aussi des carcans classiques pour raconter une histoire avec un décalage total. Et c'est en ça que c'est assez brillant. Et comme le dit Marwan, c'était ce que j'aurais dit immédiatement. Enfin voilà.
c'est que en effet le film est une arnaque, mais en réalité l'arnaque c'est que c'est pas une comédie, c'est que ça se vend comme une comédie, que ça commence avec un ton léger, un ton humoristique, parce que oui en effet ils sont quand même ridicules, et puis même la manière dont ils vont essayer de se sortir de leur situation, par on fait une arnaque, merde elle a foiré, comment on fait, on va utiliser ça, on va partir de ce côté-là, voilà, et ça part dans plein d'extrêmes pour essayer de grappiller des petits sous, et puis proposer $20 aux mecs à qui ils en doivent 500, c'est sacrément couillu. Et eux, dans leur décalage, ils trouvent ça logique. Et la pire arnaque, en réalité, du film, c'est que ses parents ont fait cet enfant, en fait. Puisque... Oui, alors, est-ce que... Non, mais je veux dire... On va pas la révéler, mais... Ouais, mais tout est centré autour... Non, mais voilà, mais vu que tout est centré autour de ce personnage de Old Dolio, on réalise que, ce personnage, comme le disait Gabin, qui est décalé, qui ne sait pas quoi faire en tant que femme, parce qu'elle n'a jamais été conditionnée comme telle, c'est parce que cet enfant est juste le produit de l'arnaque. Elle sert à ça, elle est élevée comme telle, elle ne sert qu'à faire ça. Et c'est là qu'en fait ça inclut la tragédie, quand on réalise que cet enfant prend pas de plaisir à le faire, qu'elle est juste conditionnée à ça, qu'elle sait tout faire, qu'elle est qu'elle est ultra manuelle, qu'elle sait faire plein de choses, mais qu'en réalité elle ne comprend rien au monde qui l'entoure, quoi. Et c'est triste. On nous dit qu'elle a appris à écrire en falsifiant des signatures. Ouais. Oui, c'est ça. Elle falsifiait avant de savoir écrire. Non, voilà, c'est assez fou. Moi, j'étais vraiment très charmé. Alors, j'étais ravi de voir Evan Rachel Wood, et j'étais aussi ravi de voir Richard Jenkins, qui est un mec que j'aime beaucoup et qui est tout le temps dans des propositions de cinéma assez hors normes, assez décalées. Donc, c'est toujours un plaisir. Et c'est pour ça que je me suis dit, je pense que j'allais prendre du plaisir. Et c'était carrément le cas. Et alors, je vous rejoins. Alors, je trouve ce film assez plaisant parce qu'il est plein de surprises, comme une arnaque en fait. L'arnaque, elle te surprend. Et oui, alors on a vu. Si vous avez vu la bande-annonce, les extraits, vous voyez Evan Rachel Wood qui fait des roulades pour passer sous la caméra, pour aller piquer des courriers à la poste. Bon, ils font des petites escroqueries et effectivement, c'est surprenant parce que c'est. Alors, au lieu de dire pas absurde, moi je pensais plutôt au mot loufoque, tellement c'est oui c'est ça, c'est extravagant et c'est inattendu, et en fait c'est ça, on a parfois l'inattendu, le loufoque qui surgit comme ça, et l'effet de surprise après s'estompe, on s'habitue au truc, et en fait j'ai eu des petites joies sur ce film mais qui n'ont pas été soutenues. En fait j'ai pas été séduit complètement par ce film, j'ai pas été complètement pris. Je vois un peu ce que ça veut dire. On a Evan Rachel Wood qui joue vraiment à fond le personnage très fermé, les cheveux longs sur le visage, le gros survêt et la grosse voix en plus, histoire d'en rajouter bien. Ça fait beaucoup pour appuyer le personnage. Moi, j'ai pas été complètement convaincu. Je vois ce que ça veut raconter, et je trouve que le film est plaisant aussi. Mais c'est vrai que ça m'a pas pour autant séduit à fond. Mais oui, non, mais de toute façon, c'est pas étonnant parce que c'est quelque chose qui te propose un univers qui est très complet dans lequel il faut rentrer. Donc oui, c'est une question d'acceptation aussi. Donc, je comprends qu'on puisse rester à l'écart. C'est aussi d'ailleurs pour ça, je trouve que le personnage de Mélanie qui vient un peu contrebalancer tout ça. Oui, qui est l'exact opposé d'ailleurs. Voilà, ouais. C'est incroyable. Enfin, c'est presque. Et c'est une manière, je pense, d'essayer de nous raccrocher nous en fait. Si on n'adhère pas au délire, une manière de dire, on va te mettre un personnage extérieur qui, elle aussi, ne comprend pas trop ce qui se passe là et trouve ça fascinant. Et c'est aussi pour ça qu'elle y reste là. Donc c'est une façon de nous dire, accroche-toi parce que ils sont quand même attachants ces persos, quoi. Oui, alors après non, on peut pas reprocher l'originalité. Par contre, oui, c'est quand même ça, c'est une proposition de cinéma et c'est appréciable. Tout à fait. Rien à rajouter, c'est bon. Cagillionnaire se barre avec la caisse, donc sorti le 30 septembre 2020. Une date de sortie. Merci Apollo Film. Bravo. Voilà, ça sature, c'est génial. Merci. Petite pensée aux copains qui étaient présents, les copains étant les cinéphiles du monde entier, seulement ceux qui ont les mêmes avis que nous, qui étaient à l'étrange festival, et le film a été présenté là-bas aussi, donc on espère qu'ils ont pris un bon plaisir devant. On espère que vous aurez pris du plaisir et que vous en prendrez peut-être à la fin du mois en allant voir ce film. Autre film de la compétition, encore une adolescente, encore une jeune femme. Tiens donc. Shiva. Il y a comme des thématiques cette année. Et ouais, Shiva Baby d'Emma Seligman, et on a même un extrait de ce film, dis donc. Et ouais. Hey, how are you? Good. Good to see you. Hi. Yeah, you doing, Dad? I'm okay. How are you? Good to see you. So sorry.
I'm so sorry for your loss. I'll be back in just 1 second. I just gotta put this down. Hey, Mom. Oh, seriously, you are a lifesaver. Oh. It's really good to see you. How are you? Good. How are you? What's up? Could you take this to the living room? Sure. I can Yeah, totally help you with all of this. How was the funeral? Eulogies weren't great. No. You know, do me a favor. When I go, make a good speech. I will. Oh, you know what? Take the rogalach. Okay, I will take these. Thanks, follow me. To the other room. Oh wait, Mom. Who died? Oh, darling, hello. Mwah. Wait, Mom. What? Who died? Oh. Mais qui est mort? Daniel, qui est en terminale, se rend à un enterrement sans trop d'entrain, voilà, traîné par sa famille. En même temps, elle est un peu paumée dans la vie, elle sait pas trop ce qu'elle va faire plus tard, elle se pose des questions sur son avenir. Oui? T'as dit en terminale? Oui. Elle est pas genre dans un cursus à la fac? Alors, Daniel est en terminale et entretient une relation sexuelle tarifiée Réellement. avec Max. Je lis le synopsis On en essaie de fait. faire croire. En fait, D'accord. on sait pas, c'est ça, c'est comme elle sait pas ce qu'elle va faire, on propose, voilà. Oui, évidemment, comme sa situation est incertaine, dans cet enterrement, il va falloir faire bonne figure. Ah, j'ai pas dit Daniel est juive. Donc elle a sa famille juive effectivement. Donc elle assiste à un shiva, donc qui est une sorte de veillée funèbre ainsi. En parallèle aussi, elle entretient des rapports, allez on va dire tarifés. Hein, ils sont tarifés. Ils sont carrément tarifés. Le Sugar Daddy. Voilà, avec un sugar daddy et elle va le rencontrer. Dis donc, le sugar daddy se pointe également à la veillée avec sa petite famille. Et là, c'est le drame. Non, c'est pas drame. Voilà, donc on a un beau cocktail, voilà, plus l'ancienne copine de Daniel qui vient, plus la famille qui pose des questions. On va passer une bonne après-midi. Une autre définition de l'enfer, passer une après-midi en famille comme ça. Film d'Emma Seligman, 1h17. Là pour le coup c'est vraiment le plus court, à 1 minute près. Voilà, ça s'est pas joué à grand chose. Avec Rachel Sennott dans le rôle principal, un film très personnel puisque la réalisatrice elle-même est dans la situation de la jeune fille. Pour pas en dire plus et ne pas divulgacher, mais si vous vous renseignez, vous saurez. Margot. Et bah alors, je pense honnêtement de la compétition, c'est le premier film vraiment de comédie, ou en tout cas, dans la majeure partie, on rigole, et déjà, de 1, ça fait du bien, parce que cette année, la compétition était très sympathique, mais quand même fortement dépressive. À part les films, on a rigolé parce que c'était mauvais, n'est-ce pas? Love is love is love. Oui. Mais du coup, donc elle se retrouve, en fait, au final, c'est un huis clos où elle se retrouve toute l'après-midi dans cette shiva, qu'elle se retrouve coincée avec ses parents, avec la famille, avec du coup ce fameux sugar daddy, et où elle découvre qu'il est marié et qu'il a un enfant, et ce bébé est même là, et ce bébé ne fait que pleurer pendant tout le film, et c'est absolument agaçant. Mais outre tous ces aspects comiques, parce que voilà, elle tombe sur lui, elle perd son téléphone avec tout ce qu'on sait ce qu'il y a dedans. Elle retrouve une amie qui s'appelle Maya, où on découvre petit à petit ce qui s'est passé avec elle auparavant. Mais derrière toutes ces situations comiques, en fait, il y a une vraie solitude du personnage principal qui se retrouve totalement étouffé là-dedans, qui se retrouve étouffé parce que, oui, elle sait pas ce qu'elle veut faire plus tard dans la vie. Sa mère lui dit avant de rentrer, ouais, tu dis que tout va bien, t'as tes examens, tu vas passer les entretiens, etc. Parce que c'est gênant, en fait, parce que du coup, cette amie qui, on apprend, a grandi un peu avec la famille, etc. Elle va faire une fac de droit, elle fait des vraies études, voilà, il y a quelque chose que elle est tout le temps comparée à elle. On lui parle de ses études, on lui parle de sa vie amoureuse, on lui parle de son poids aussi. Enfin, elle est jugée par tout le monde tout le temps pendant toute cette après-midi-là. Et du coup, j'ai trouvé vraiment le film de un très très drôle, et de l'autre, vraiment, il y a des moments qui sont hyper émouvants. On peut pas tout raconter, mais notamment vers la fin, quand au final, ça s'accumule, et elle finit par craquer. J'ai trouvé ça hyper émouvant. Parce qu'au final, même si ses parents sont totalement névrosés dans ce film, c'est absolument incroyable. Il y a, entre le père qui perd tout, qui fait que manger des desserts tout le temps, et la mère qui sans être forcément méchante, mais qui veut commander un petit peu sa fille, et sa fille qui a peur aussi de décevoir. C'est aussi ça, c'est la peur de décevoir ses parents, ses proches, etc. C'est ce qu'on appelle une mère juive, hein, je crois. Voilà. Et encore, au final, je trouve,
même cet aspect juif, c'est même pas le sujet vraiment hyper principal du film. C'est pas tellement. Non. C'est juste, oui, il se retrouve là-dedans, mais au final, c'est vraiment sur cet aspect de, quand t'es adolescente, que tu sais pas forcément ce que tu veux faire dans la vie, on considère toujours ça comme une tare, alors que ça devrait pas l'être, justement. Et aussi, oui, l'aspect, elle veut gagner de l'argent, personne n'est au courant, évidemment, elle fait croire qu'elle fait du babysitting. Voilà. Et donc oui, elle passe par une application pour trouver des sugar daddy. Et en plus, elle ne l'assume pas. Enfin, bien sûr, elle ne l'assume pas. Elle le cache parce que c'est très bien que les problèmes que ça créerait. Mais lorsqu'elle en parle après, notamment vers la fin, elle le dit, bah oui, c'est de l'argent facile et elle apprécie d'être aimée le temps d'un moment, d'avoir de la compagnie, etc. Et du coup, franchement, je trouvais le film hyper rafraîchissant, hyper bien écrit. Il y a vraiment des comiques de situation qui sont tellement drôles. Et il a réussi aussi à avoir cet aspect hyper touchant et ce personnage principal que je trouve vraiment, mais absolument adorable. Marwan, toi aussi, tu aimes être aimé? Oui, j'aime beaucoup être aimé. On l'a vu pendant ce festival. Et j'ai beaucoup aimé ce film, mais vraiment, ça a été une sorte de surprise, comme si l'organisation du festival était fait exprès, tu vois. Genre, mardi, film de merde. Vendredi, film vraiment bon et vraiment intéressant. Surtout, c'est le dernier film de la compétition. Voilà, oui, c'est ça. C'est la fin de la compète, là. C'est pour marquer les esprits. Et pour moi, c'est vraiment un film important dans plusieurs sens. C'est que, en général, on est en inquiétude, et c'était un peu le cas aussi encore une fois avec Thomas, c'est qu'on voit, c'est à l'origine d'un court-métrage. On se dit, c'est dommage, il y a un problème d'étirement où finalement on va avoir des temps mous, on va pas être forcément dans un rythme incroyable, ou peut-être que le film va être gâché par tout ça. Et on se dit, tiens, 1h17 quand même, donc la personne ne s'est pas compliqué la tâche en voulant rajouter des choses. Elle a fait au mieux. Et c'est totalement ça. C'est vraiment totalement ça. Pour moi, c'est une sorte de film d'horreur. Oui. Sans les images. Et c'est dans l'énergie, c'est dans la musique particulièrement, avec ces instruments à cordes bien dissonants, qui grattent tout le temps, avec ce rythme effréné, ces dialogues magnifiques, ces personnages qui vont, on va dire, dans des moments particuliers, remplir le cadre, te gêner, te déranger, et c'est tout le temps ça. C'est assez fascinant parce que, enfin, en plus de remplir tous les critères du folklore juif, donc de la mère un peu trop aimante, un peu trop attentive, du père qui a toujours faim, qui veut toujours bouffer. En vrai, c'est toujours des personnages comme ça, et puis les tantes, les cousines, tout ça, et c'est assez, on est dedans, c'est tout a l'air vrai, et c'est ça qui est impressionnant. Et il y a cette idée qu'elle joue beaucoup aussi avec les différentes focales. C'est que là, en gros, souvent quand une focale courte, c'est-à-dire quand c'est un peu, on a l'impression que les visages vont nous bouffer comme si on était cette fois-ci le personnage principal. Il y a beaucoup d'effets visuels comme des effets sonores en plus qui nous donnent cet effet de perte de notion du temps et tout, et c'est ça qui est impressionnant, et c'est très drôle constamment, c'est rythmé, mais je trouve comme un grand morceau de musique. C'est ça qui est beau, et c'était le film qu'on n'attendait pas et qui nous a retourné. C'est en même temps ce qu'on attend d'un festival, peut-être. Ah, c'est pas que ça, un festival, c'est des trucs bien, des trucs pas bons du tout. Oui, mais les surprises. Les belles surprises comme ça. Les belles surprises. Gabin, étais-tu magnifiquement surpris par ce film? Eh bah oui, pour moi, c'est un peu le Mover que j'aurais aimé voir, je pense. Parce que j'ai détesté Mover, et désolé, je vais me faire taper dessus. Mais pour moi, c'est très clairement tout ce que Marwan et Margot ont dit. C'est une ambiance qui est incroyablement oppressante, mais tout le temps. C'est vraiment cette idée de... à chaque fois, Daniel essaie de s'en sortir, essaie de sortir d'une conversation, puis finalement elle tombe sur quelqu'un d'autre qui va lui dire alors du coup tu fais quoi, et puis après elle va tomber sur son ancienne pote qui va dire bon du coup nous comment ça va, enfin c'est toujours ce truc de on pense s'en sortir, puis il y a quelque chose qui retombe, et c'est tellement cette idée de voir tout le monde qui essaie de contrôler absolument ta vie, de te dire ce que tu devrais faire. Comment ça devrait être. Et donc tout le monde a déjà tout dit, donc je vois pas trop ce que je pourrais rajouter de plus, si ce n'est que on n'a pas trop parlé de la femme du Sugar Daddy qui est incarnée par Diana Agron, qui était dans Glee. Oui. Et qui est un peu l'intruse de la famille, puisqu'elle est pas du tout juive, elle est blonde, donc on parle beaucoup d'elle en se disant bon, qu'est-ce qu'elle fout là déjà, elle en plus avec son gosse, pourquoi elle ramène un bébé, une Shiva.
Donc tout le monde se fout de sa gueule. Enfin, c'est beaucoup ça aussi. C'est vraiment l'ambiance du repas de famille où dès qu'on a quelqu'un devant, on est là, oh, je t'adore, machin. Et dès que la personne s'en va, c'est oh putain, qu'est-ce qu'elle fait là Oui, les commerces. C'est magnifique. J'adore tellement la manière dont c'est écrit, la manière dont c'est rythmé. C'est extrêmement drôle, extrêmement réaliste. Donc voilà, moi j'ai pas du tout été déçu. Enfin, après, j'ai pu voir que c'est un court-métrage qui était très court, très très court. Ça fait 8 minutes de base. Donc je serais très curieux de voir le court-métrage pour voir du coup toute l'évolution de cette œuvre-là. Merci beaucoup. Et toi, Titi? Ouais, moi j'ai été pas magnifiquement charmé, mais charmé quand même. J'ai trouvé que c'était en fait la métaphore du ballon qu'on gonfle en fait pendant tout le truc en se demandant juste quand est-ce que ça va péter. Et c'est que voilà, ce que disait Marwan, un film d'horreur total avec que des pressions qui se mettent partout autour de cette pauvre gamine sur laquelle repose mais beaucoup trop d'espoir pour une jeune fille qui est juste en début de vie quoi, qui a pas forcément à se poser ce genre de questions et tout le monde autour d'elle se les pose à sa place et donc du coup elle est obligée de trouver des réponses, elle est obligée de répondre, elle est obligée de mentir, elle est obligée d'inventer des choses et c'est beaucoup trop. Et c'est vrai que là-dessus c'est sympathique. Après il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de dialogues qui sont très très bien rythmés. Moi j'ai trouvé que ça tournait quand même un petit peu en rond. J'avais l'impression de voir un truc un peu comme Joyeuse Funérailles qui arrive pas toujours à trouver son rythme d'avancée en fait et qui du coup va rester sur les mêmes gags quitte à les répéter même si ça fait mouche à chaque fois. Mais parce que justement il va falloir trouver une situation pour pouvoir débloquer le truc, donc du coup ça va partir sur des ressorts des fois un peu grossiers, ce qui apporte un énorme charme mais qui moi des fois m'a fait un petit peu sortir un peu du truc quoi. Et je voulais rajouter aussi également, c'est que je suis assez d'accord avec toi, même si, enfin Thierry, même si en réalité j'étais tout le temps dans comment dire le public cible, donc toujours dans le rire, j'étais vraiment dans ce rythme là. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé et ce qui vraiment je trouve fait la force du film, c'est la fin, cette conclusion, parce que pour moi cette conclusion là elle détonne de ce qu'aurait été en réalité un film moyen. C'est une proposition, c'est pas, en général on a envie de conclure toutes les propositions qui ont été faites pendant le film, et là c'est plus des fins intéressantes, ouvertes, mais en même temps qui amènent à la réflexion. Je ne vais pas dire la fin parce qu'évidemment ce serait con, mais ce que je veux dire c'est que pour moi ça a été fait de façon intelligente. Oui, parce que tout se passe sur la même après-midi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un huis clos avec une unité de temps et tout, donc c'est assez impressionnant en termes de travail et d'investissement. Vous l'aurez compris, Shiva Baby, un coup de cœur pour certains et une joie pour d'autres. Un peu comme Cagillionnaire d'ailleurs, mais pas forcément les mêmes. C'est tout pour la compétition. Et c'est fini. Adieu, compète. La compète est finie, et oui. Bon, alors tant qu'on est dans la compète, on l'avait prévu pour la fin d'émission, mais je vous le demande maintenant, parce qu'on a parlé des films de compète maintenant, et on n'en parlera plus. Est-ce que on aura le palmarès demain, enfin dans la prochaine émission, même ce week-end. Est-ce que vous avez des pronostics sur les films de la compétition pour les prix Prix du public, Uncle Frank. Je suis d'accord avec toi. Oui. Pareil. C'est beaucoup C'est le plus grand ça public. brosse tout le monde dans le sens du poil, ouais, il y a moyen que ça passe bien. Ouais, un petit prix du public pour l'oncle Frank, ouais. Et sinon, alors, je vous demande pas le prix de la révélation parce que personne n'a compris ce que ça voulait dire. Ça veut rien dire. C'est toujours pas. Voilà, et un prix du jury ou un prix de la critique, celui que vous sentez. Allez, prix de la critique, on commence par la critique. Last Word. Pareil, Last Word. Alors pourquoi? C'est ce côté un peu auteur, lanceur d'alerte, et en même temps avec ce petit côté SF toujours très autorisant. Ouais. Le côté hommage au cinéma aussi. Ouais, surtout, aussi, hein. Et aussi le fait que ce soit certainement le seul film qu'on pourrait qualifier de genre de cette sélection. C'est celui qui arrive vraiment à se démarquer le plus de toute cette sélection. Et en général, la critique, c'est le genre de film qu'elle apprécie, quoi. D'accord. Quand on voit les récompenses Le seul film à parler d'écologie aussi. Enfin, vraiment aussi, ouais. d'apocalypse proche et du fait qu'il faut qu'on change notre manière de vivre urgemment. Ce qu'en fait du coup aussi un bon candidat pour le Grand Prix, quoi. Aussi, peut-être. Pourquoi pas. Mais je verrais bien pour ce Grand Prix là, Lorelai ou First Go, étrangement. First Go, First Go, Ouais. Pourquoi donc First Go? Ouais, et je trouve que t'as ce côté endormissant qu'avait Boule l'année dernière. C'est pas rassurant tout ça. C'était quand même mieux que Boule. Ah oui, bien sûr, c'était très beau et tout, j'ai pas tout vu, mais voilà. Mais je pense que t'as ce côté où vraiment c'est très maîtrisé.
En fait. D'accord. Et Lorelai, pourquoi? Parce qu'on l'a cité, mais on n'a pas dit pourquoi. Parce que c'est une histoire que très genre Amérique profonde et tout, mais maîtrisée de bout en bout dans son écriture et dans ses acteurs en fait. Et c'est ça. Et ça a beaucoup, je trouve, ça maîtrise des thématiques à un niveau qui est rare. C'est en général dans un scénario, dans un film, on peut très vite voir les limites d'un film. Et là, je trouve que ces limites-là, on ne les voit pas. Au contraire, ça arrive à nous toucher à un point qu'on ignorait, je pense, des fois. Après, il faut savoir qu'ils peuvent toujours inventer un prix pour oui. donner un film. Donc, pour Love is Love is Love. pour prix d'honneur. De la matriarche. Est-ce qu'ils peuvent Le pas nous prix faire soin un prix palliatif. Est-ce qu'ils peuvent pas nous faire un prix pour The Assistant parce que c'est quand même le plus méta sur le cinéma et sur Oui, le celui-là aussi. MeToo et Celui-là, pourrait être pas ça mal. pourrait C'est être vrai une que Destin, surprise. on l'avait Ouais. dans les premiers, donc pas. forcément Ouais. on l'a un petit peu Oublié, voilà. de côté, mais oui. pourquoi Après, pas. ouais, il y aura certainement aussi des ex-aequo, c'est pas impossible comme l'année dernière. En effet. Et le C'est- suspense, c'était à son comble. Minari aussi, prix du public, pourquoi pas. Après, ce que je me dis honnêtement pour le prix du public, c'est que pour moi, ça doit être l'un des films qui passe dans les week-ends, quoi, parce C'est que ça. c'est ce qui est le Oui. plus fréquenté. Alors là, je sais pas si le vote devrait être clos aujourd'hui. Je sais pas quand il se clôt exactement. Je ne sais pas non plus. Enfin, en tout cas, le week-end, il sera trop tard pour voter. Oui, Si vous le voyez, votre film samedi après-midi, ne votez pas, ça sert à rien. Normalement, ça devrait être clos ce soir parce que Voilà. demain, il n'y a aucun film de la compétition qui repasse, de mémoire. Demain, il y a Si, que si, ça. demain. Demain, il y Et a que avant la ça. cérémonie. Ah non, ils si, jouent c'est encore avant. Si, toute la journée. Si, Si, la si. Juste journée. le soir. Casino et mardi, oui. Ah oui, aux autres Ok, sièges. bon, Oui, bah, oui, c'est non, sûr non. pour les moi. deux- Mais non, je pense que c'est jusqu'à ce soir. Minuit ou un Oui, truc oui. comme ça. Bon, après, il faut écrire sur les enveloppes, tout ça. Alors qu'on est en train de perdre Marwan. Nous sommes un Je cluster. suis allergique à Minari. C'est ça. C'est. Oh. Je l'aime Oh là là. Je l'aime beaucoup. Bien, le suspense reste entier pour la compétition. On reviendra en détail dans le prochain épisode et on donnera aussi notre propre palmarès. Parce qu'il y a pas Mais de... oui. Hein, c'est ça. Hein Mais oui. le vrai palmarès. Ouais, Évidemment. oui. Voilà, celui qui sacrera Les Lorelai cinéphiles. pour de vrai. Qui n'ont pas vu le parrain, pour certains. Ouh là là, Moi. ça Édouard dénonce. Philippe l'a vu, alors tout va bien. Ah oui. Oh. Bon, ça va. Merci Doudou. La compète est finie, mais les avant-premières continuent. On termine aussi avec les avant-premières cannoises, puisqu'on a les deux derniers films de la sélection cannoise à être présentés au festival de Deauville. On commence avec Rouge de Farid Bentoumi, sortie prévue le 25 novembre 2020, avec Zita Enro, Samy Bouagila, Céline Salette et Olivier Gourmet. Excusez du peu. L'histoire de Nour qui vient d'être embauchée comme infirmière dans l'usine de son papa qui est délégué syndical dans l'usine. Et elle va s'apercevoir que les normes de sécurité, les normes sanitaires dans cette usine chimique sont pas super bien respectées. Et donc elle va être prise dans un dilemme, dans un conflit. Est-ce que elle fait comme lui demande son père, c'est-à-dire que elle met la poussière sous le tapis, elle ne dit rien, ou bien est-ce qu'elle le trahit entre guillemets et est-ce qu'elle révèle ce qu'elle a découvert au grand public et les scandales de santé, les scandales écologiques qui se cachent derrière tout ça. Ça sort le 25 novembre, mais il n'y a pas d'extrait vidéo. Alors que, voilà. C'est un peu con ça. Mince alors, c'est pas grave. Donc on attaque directement. Je l'ai vu avec Marwan. Eh oui. Et oui, parce que quand il flaire le scandale, Marwan est là. Ah, il y en avait un gros. Alors est-ce que ça sent le soufre, ce film? Bah, ça sent, en réalité, ça sent bon. Ça sent bon le film assez passionnant par rapport à ce qu'il véhicule. Et en même temps, c'est dommage dans un sens qu'il soit sorti la même année que Dark Waters. Parce que ça a un sujet qui est très 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 similaire. Et on y voit forcément les liens. Mais le point de vue, le choix de ces personnages et de tout ça fonctionne totalement. C'est-à-dire que il y a un aspect filial, il y a un aspect d'investissement du père et d'aliénation qui fait que finalement on est prêt à tout sans vraiment se comprendre pourquoi pour l'entreprise, parce qu'on y a passé tant d'années et on a peur de ne pas être
de ne pas être capable de vivre après ça en fait. Ça fait partie limite d'un membre de notre famille, donc il y a une question de deuil limite qui peut se créer dans tout ça et donc c'est super important parce qu'il y a quand même toute la famille bosse pour l'usine. C'est des emplois qui sont en jeu. Totalement. Et moi je trouve que c'est un film très fort et très beau parce que c'est un film qui, je trouve, utilise le montage de façon assez passionnante. Et mais quand je dis pas de façon passionnante, c'est vraiment dans le sens premier du terme. C'est cette idée de mettre à proximité, genre comment dire, une action et réaction. C'est-à-dire que t'as un plan, par exemple, sur je sais pas, sur une phrase, une réaction d'un personnage, et d'un coup t'as un élément visuel dans une autre scène qui apparaît. Et il joue beaucoup sur ce genre de comportement, de situation où visuellement c'est très 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 fort parce que ça réagit. Et je pense que c'est un film de la réaction. C'est un film qui joue beaucoup sur ça, qui joue beaucoup sur le fait que ces personnages doivent réagir. Et dans tout ça, même la caméra, même sa façon de filmer est très ressemble beaucoup à du documentaire. C'est toujours très porté. Et j'ai un peu entendu soupirer Thomas pour ça. Oui, parce qu'on est. Mais alors, c'est le réalisateur le disait, c'est la même boîte de prod que les frères Dardenne. C'est ce que t'aimes. Et du coup, il y avait un des deux frères Dardenne qui était venu chatouiller c'est ça. la personne derrière la Ils caméra. Ils ont dû embaucher le même caméraman, je sais pas, et du coup, ça bouge. Ils ont Parkinson. Du coup, ça suit, donc ça secoue, quand ça justifie, quand ça suit l'action, ok, mais des fois il y a quasiment rien à suivre et ça bouge pour rien et c'est faussement immersif et c'est même méta à un moment parce qu'on a Céline Salette qui joue une journaliste qui interviewe 2 personnes à la fois avec une seule caméra. Alors ce que ferait un journaliste, il fait un plan large, il touche pas sa caméra et point barre. Eh ben là non, pendant qu'elle interviewe, elle bouge la caméra. Donc je me dis qu'en fait oui, c'est très méta, ils disent que c'est comme ça qu'on fait, qu'on bouge tout le temps sa caméra. C'est la Terrence Malick du journalisme en fait. C'est sûrement. Laisse-moi deviner, t'as encore gueulé dans la salle où est passé le trépied ? Alors je l'ai pensé très fort. Voilà. Après, non, mis à part ce côté, évidemment, qui toujours me fait suer beaucoup. Non, j'ai trouvé le film très intéressant et parce que le sujet est fort, les acteurs sont excellents et voilà, c'est gâché par cette caméra qui fait un peu nawak. Et on parle de Darkwater, mais Darkwater, il est du côté des victimes, il est du côté des lanceurs d'alerte, de ceux qui vont chercher, de l'avocat qui va essayer de l'avocat, ouais, c'est ça. Qui va essayer d'enquêter sur le sujet. Là, on est du côté de l'entreprise. Là, on voit ce qui se passe de l'autre côté. On voit justement les familles qui bossent là-dessus. C'est ce qui fait vivre la ville. Il y a des emplois. C'est-à-dire que c'est pas le patron qui cache. Contrairement à Darkwater, où on pourrait se dire c'est des méchants patrons qui font ça pour leur profit. Non, là, ce sont les employés. C'est les syndicats qui font ça. C'est le maire écologiste qui planque le truc. C'est un scandale. C'est tout le monde est lié parce que non, il y a trop d'enjeux. On peut pas larguer, on peut pas tout lâcher comme ça parce qu'on perd tout si jamais ça tombe. Et en même temps, c'est une usine, c'est revendu 3 fois, c'est revendu tous les ans, donc il y a des enjeux comme ça qui se percutent. Donc on a ce dilemme qui se pose à ces personnes-là. Est-ce que on prend des risques pour la santé plus loin, mais en même temps ça fait 30 ans qu'on bosse là, on est toujours là, on tousse un peu, mais bon, c'est pas un souci. Ou bien est-ce qu'on perd notre boulot et on mange pas. Et d'où l'importance de cette histoire. J'ai beaucoup pensé à cette fois-ci à Valentin parce que ce n'est qu'à la fin qu'on a un petit inspiré d'une histoire vraie. Inspiré de faits réels. C'est beau de le mettre à la parce fin. Parce que ils ont choisi une autre. râler quand même. De faits réels. Ah non, quand c'est à la fin, ça passe très bien. Voilà, c'est pas des noms. C'est qu'au début que je râle. Et ce qui est marrant, c'est que tout juste après ça, t'as des plans, des dégâts en fait. De vrais. Oui, c'est un scandale de boue rouge en fait. Voilà. Ce sont des rejets de l'usine chimique au milieu d'une réserve naturelle. Ça fait une espèce de lac rouge où il y a tout qui crève dedans, les arbres, tout. C'est la désolation, quoi. Ouais. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant parce que aussi là pour le coup c'est un petit détail et tout, mais encore une fois moi ça me fait plaisir de voir ce genre de choses. C'est tout con, hein. Mais c'est l'idée d'avoir des personnages principaux qui sont d'origine maghrébine ou quoi que ce soit, et que le sujet ne soit pas leur origine ou que ce soit pas social
ou culturel, ils sont dans ce sujet, et ça, je vous jure que ça fait du bien. Ça fait un bien fou de pas avoir des personnages principaux cantonnés à des rôles totalement clichés, et où voilà, enfin, culturel, religieux, quoi que ce soit, je vous jure, j'étais vraiment content, et c'est beau. J'ai envie de voir plus de films comme ça, de dire que c'est normal d'avoir des personnages principaux qui n'ont pas parlé de religion, n'ont pas parlé notre langue, et ils vont davantage participer à une histoire qui est, même si ils ont leurs facettes et tout, ça c'est passionnant. Et puis vraiment, encore une fois, comme tu disais, les acteurs sont forts. Pour moi, Sami Bojali, c'est un acteur qui, je trouve, il a un peu, je trouve, un côté un peu, je sais pas ce que t'en penses, doux amer. C'est-à-dire qu'en gros, il a l'air toujours un peu gentil, mais tu sais qu'il a toujours un côté un peu dangereux, obscur, un peu énervé. Ah, Sami Bouadjila, c'est un bonhomme, puis on sait qu'il va s'énerver dans le film à un moment donné. Hein. C'est ça, voilà, c'est ça. Tu sens qu'il y a une colère enfouie tout le temps. Mais en tout cas, oui, c'est vraiment un beau film. Vraiment, je suis agréablement surpris, et puis je vous invite, dès que possible, quand il sortira, d'aller le voir, parce que ça soulève de belles questions, et en même temps, pour moi, c'est assez bien filmé, très bien monté, ça joue beaucoup sur le symbole, et puis en même temps, il y a de très beaux acteurs. Merci. Rouge ou Red Soil en VO. Enfin, en VO, non, en anglais en fait, parce que la VO c'est le français, je suis con, moi. C'est festival américain, c'est le festival, toute cette pression. French Tech, c'est ça. Mais c'est ça, pareil, encore un nom anglais qui dit plus de trucs. Bon, bref. Dark Red. Allez, on va aller sur un titre bien français, ADN, voilà. DNA. Adeneux, voilà. De Maïwenn, encore un film cannois, prévu le 28 octobre 2020. De Maïwenn, avec Maïwenn. Sur Maïwenn. Un peu, ouais. Un peu, comme tous les films de Maïwenn, non, à peu près? Non, pas Mon Roi. Ah, pardon. Pas que ça raconte sûrement une relation toxique qu'elle a vécue avant. Mais... Elle n'est pas toute seule, autour d'elle, Fanny Ardant et Louis Garrel également. Thierry, alors cette recherche d'ADN... Alors, j'ai pas vu Rouge, donc c'est celui que je vais pas juger pour le coup, mais là, de toute la sélection cannoise qu'on a eue, enfin un vraiment très bon film, selon moi en tout cas, qui, je trouve, mérite d'avoir été sélectionné par Titi Frémaux et Pierre Lescure. Donc j'étais ravi de me dire, là je trouve que c'est un film qui a de la gueule, et de la gueule cannoise. T'es sévère avec Peninsula, là. On verra si mon avis est ressenti par mes comparses. Mais alors ouais, donc pour faire un petit résumé, donc voilà, on est à la mort du grand-père qui est un petit peu le pivot de toute cette espèce de famille qui est assez dysfonctionnelle, pas forcément dans leur relation, même si on va voir qu'il y a quand même pas mal de complexité là-dedans, mais dans le côté multiculturel. C'est des familles de 2e et 3e génération, d'un grand-père qui a émigré d'Algérie. Donc après il y a eu un grand-père qui s'est pour le coup marié avec une Française, donc du coup qui a voulu briser son héritage algérien tout en conservant quelques traditions. Donc on a des gens, enfin des enfants et des petits-enfants qui viennent de tout ce brassage en fait ethnique et culturel, et c'est du coup voilà une famille qui a du mal à s'entendre sur les dispositions par rapport à que faire du corps du grand-père. Est-ce qu'on l'enterre religieusement alors que même lui était contre, mais il conservait quand même quelques petits trucs comme les chants coraniques, comme une culture assez prononcée. Voilà. Et il y a donc du coup tout ça, et au milieu de ça, donc il y a Maïwenn qui va exploser en fait, qui va juste se poser des questions en se disant ouais mais dans tout ça, d'où est-ce que moi je viens? Et donc elle va passer ce fameux test MyHéritage de la 50 balles où on te dit oh là là, t'as 10% de Kurdes et peut-être 3% de Vietnamiens. C'est le test où on prend de la salive avec un coton-tige, on l'envoie dans une enveloppe et ok. Voilà, c'est ça. Il y a plein de gens qui ont fait ça. C'était ce qui était super sympathique, même si on le voit pas dans le film, c'est que le test avait été proposé avec des vidéos antiracistes où c'était des bons vieux rednecks des familles à qui on faisait passer le test, qui disaient ouais moi je suis un gros américain, et les mecs ils apprenaient qu'ils avaient genre du sang arabe quoi. J'étais assuré que ça les calmait bien. Voilà. Et voilà, du coup elle va faire ça, et donc elle va se poser des questions sur ses origines, et ça reste un petit peu en survol tout ça, puisque c'est pas forcément l'important de savoir exactement d'où elle vient, mais plutôt d'où est-ce qu'elle veut se revendiquer et qu'est-ce qu'elle a envie de clamer comme double culture quoi. Gabin, coucou. Alors moi je dois avouer qu'au début ça m'a un peu déstabilisé, puisque ça m'a rappelé des choses que j'ai pu vivre il y a pas si longtemps. Après je m'attendais pas à ce que ça soit aussi authentique
comique et même drôle, puisque il y a des moments vraiment très drôles alors que la situation ne s'y prête pas. Ça riait bien. Hein. Ça riait beaucoup, et surtout moi. Notamment, après le décès du grand-père, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit aller se taper les pompes funèbres, et donc il y a toute la famille pour choisir le cercueil, le bois du cercueil, le tissu dans le cercueil, et donc ça s'engueule, et puis voilà, ça s'engueule à n'en plus finir, ça se dit, bah non, ça c'est moche, ce blanc-là il est mieux, mais non, celui-là, enfin non, moi je voulais du carton, enfin, ça n'en finit pas. Et t'as ceux en plein milieu qui disent, ouais, en même temps, c'est un truc qu'on va foutre dans un film, enfin, c'est un truc qu'on va cramer, quoi. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on paye un truc cher et joli, quoi? C'était magnifique, non, mais, c'était vraiment très très prenant. Je comprends pas trop le Maïwenn bashing qu'on peut avoir comme ça. J'ai l'impression de me dire c'est juste parce que c'est une femme réalisatrice qu'on lui en met autant plein la gueule. Alors que c'est très... Ok, c'est de l'ego trip, on l'a dit, mais bon, il y a beaucoup de gens qui font de l'ego trip finalement. Et c'est très authentique, c'est vraiment ça. C'est au-delà des moments sur les funérailles, toutes les discussions en famille, c'est pareil. Moi, les seuls petits problèmes que j'ai avec le film, c'est plutôt le fait que y a un aspect très choral comme ça qui se dégage dès le début et qui disparaît assez vite, puisque les membres de la famille, eux aussi, disparaissent comme ça, un peu, sans trop de raison. Enfin, ils sont là, puis ils ne sont plus là, ils ne reviennent pas, c'est pas si grave. Enfin, si tu voulais avoir des réponses sur, le cousin, parce qu'il était très attaché au grand-père, ou la mère qui est dévastée... parce qu'on a fait écrire un livre sur le grand-père, sauf qu'elle peut pas blairer l'auteur parce qu'elle la connaît pas. Enfin, il y a des choses, voilà, comme ça qui restent un peu en suspens, alors que ce qui est principalement là, c'est la quête d'identité de Maïwenn. Même si, là aussi, c'est plus dans la suggestion et sur, voilà, ce que nous, on souhaite revendiquer en tant que culture. Je pense aussi que ça a dû claquer un peu dans la tronche du public d'Auvilley, parce que, bon, voilà, peut-être un peu public de droite, ça a dû... petit peu faire réfléchir, peut-être. Non. Oui, non. Il y a de fortes chances, je te rejoins pas mal là-dessus. Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que ça laisse pas mal certains personnages de côté, c'est dommage. Et c'est vrai qu'après, il y a un truc dans l'authenticité qu'on ressent, c'est la rage, en fait. Tous ces personnages sont très énervés, aussi parce qu'ils ont des problèmes avec leur famille. On voit les discussions entre justement Maïwenn et Fanny Ardant qui joue sa mère, où on voit qu'elles s'aiment énormément, ces deux femmes, mais elles peuvent pas se supporter, elles peuvent pas rester proches l'une de l'autre, parce qu'elles s'entendent sur rien, mais elles ont quand même ce lien. Et c'est ça, c'est quand même il y a des joutes verbales tout le temps très prononcées, qui des fois, quand c'est dans l'humour, c'est très marrant, mais quand c'est dans la tristesse, c'est très triste aussi. Et c'est vrai que c'est très contrebalancé, c'est très intéressant. Du coup, c'est peut-être dommage aussi d'avoir laissé des personnages de côté. On sent qu'elle a voulu écrire énormément de choses, énormément de personnages, et qu'elle aurait peut-être voulu développer tout ça beaucoup plus longtemps. Ça, je ne suis pas d'accord, parce que je trouve qu'au contraire, c'est que, en général, c'est souvent comme ça, lors de décès, c'est qu'on voit pendant plusieurs journées les membres de sa famille, et très vite, très vite, on se rend compte qu'ils ne sont plus là parce qu'ils doivent reprendre leur vie ou autre. Et au contraire, je trouve ça plus intelligent de faire en sorte que son personnage devienne, on va dire, vraiment le personnage principal, et ainsi on suit davantage son deuil. Et c'est pour ça que en gros je trouve passionnant ce film, c'est qu'en gros on suit cette idée de suivre un deuil à travers cette idée d'identité. Tu voulais dire quoi, Gavin ? Non, je voulais dire que c'est même très flou au niveau du personnage de Maïwenn, parce qu'on sait pas tellement ce qu'elle fait. On sait qu'elle est en deuil, mais on sait pas si elle a un travail, parce qu'elle fait plus rien. Il y a Louis Garrel, on sait pas trop si c'est son copain, c'est pas son copain. Enfin voilà, il est là, puis il est plus là. Enfin voilà. Mais à un moment, finalement, on passe outre ça. Et c'est vrai que même si c'est une faiblesse, finalement, c'est pas ce qu'il y a de plus important, c'est vrai. Et oui, c'est pas faux, cette histoire de famille qui est là au tout début du deuil, et puis finalement, tu te débrouilles après. Parce que... C'est vrai, en fait, t'es voilà. Seul quand même, quoi. Je trouve que chacun sa manière de gérer. Je pense que c'était vraiment l'ambition du film de vouloir le diviser en deux parties. Parce que vraiment, je trouve que dans cette première partie, déjà, il y avait une cacophonie constante, ça gueulait de tous les côtés, c'était assez violent parfois, et après c'était beaucoup plus calme, on sentait qu'elle redevenait seule, et que finalement elle devait essayer de s'en sortir, parce qu'en gros c'est ça, c'est que elle commence à vraiment se poser des questions par rapport à l'Algérie à ce moment-là, et c'est cette idée de ok, je pense que c'est ça, je pense que c'est un peu qu'est-ce qu'il va me laisser,
Parce qu'au départ, elle commence à vouloir regarder des objets. Ah, est-ce que je peux récupérer ça, je peux récupérer ça. Mais comme c'est du matériel, pour elle, c'est pas forcément le truc, enfin, elle se rend compte que ça, c'est pas le truc le plus important. Et là, elle se rend compte qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est ses origines. Parce qu'en gros, c'est que ça vient de lui, c'est que, voilà, qu'il y a une histoire à raconter, qu'il y a une histoire à chercher. Et c'est en ça que je trouve ça passionnant. Et puis moi-même qui suis d'origine, on va dire, multiple et tout, bah, j'ai beaucoup reconnu de choses dans ce qui était raconté. Et pour le coup, j'étais encore plus entre guillemets, ou grosses guillemets de la mort, la caution ou le cœur de cible. Valentin. Mais pour le coup, même sans être le cœur de cible, ce qui fait qu'il y a ce qui était dit avant sur le côté authentique et la rage qui s'en dégage, c'est que même sans être le cœur de cible et être forcément en quête de son identité ou d'une autre place un peu dans tout ça, le parcours de Maïwenn, il est ultra touchant et ultra prenant. Et là où il peut même paraître un peu survolé des fois par moment, c'est-à-dire qu'effectivement, ça peut sembler assez vite fait, assez radical. On évite aussi qu'elle coche les petites croix de la bonne Algérienne finalement. On est sur quelque chose voilà, qui est pas superficiel pour elle, qui est très profond, très concret, très viscéral. Et c'est ce qui fait que ça touche. Et on parle un peu de Lugarel, qui est pour le coup la caution drôle du film, mais il vient excellent. Il vient rythmer tout ça, il vient nous couper l'herbe sous le pied sur toutes les remarques débiles qu'on pourrait se faire vis-à-vis des personnages. C'est-à-dire qu'on a même pas le temps de se dire ce qui est fait c'est con, ou s'apprête à rigoler, parce que le personnage le fait avant nous. Il y a une anticipation de la part de Maïwenn qui est d'une justesse incroyable là-dessus, et il vient rythmer tout ça et d'apporter une dose de légèreté à un film qui serait quand même assez sinistre s'il n'était pas là. Parce que le sujet est quand même très très lourd. C'est bon. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a toujours su faire pour le coup. Alors peut-être un peu moins dans Mon Roi qui se veut beaucoup dans Police, beaucoup plus tard, mais dans The voilà, c'est ça, dans Police, on alterne des scènes très très fortes et où clairement t'as envie de te tirer une balle et tu te dis si je vois encore un truc comme ça, je me casse. Et 2 secondes après, elle te met un truc qui est tellement drôle et absurde que tu restes. Tu vois, et elle joue avec toi en se foutant bien de ta gueule, quoi. Et elle est très forte pour ça, en effet. Et elle a une façon de concevoir son rythme qui est très particulière, quoi. ADN de Maïwenn, on n'a pas pu le voir à Cannes, mais on pourra le voir au cinéma le 28 octobre. Eh ben, vous pouvez y aller, c'est cool. Oui, c'est très bien. Voilà. Même que j'ai eu des larmes. Non. Larmes proved. C'est ça. Allez, on va quitter le tapis rouge cannois. Ah oui. Je peux rien dire, j'ai pas vu. Et là, on va parler de choses beaucoup plus sérieuses, car on nous cache des choses. On ne nous dit pas tout. On vit dans une société. C'est vraiment terrible. On est le 11 septembre. Et on est le 11 septembre. Tout est lié. Tout est lié. Il n'y a pas de hasard. Les coïncidences n'existent pas. Wonder d'April Mullen avec Aaron Eckhart en détective complotiste. Un petit bonheur. Du film de genre comme on les aime, du film de série Z à souhait. Petit extrait de bande-annonce parce que rien que pour la couleur, c'est magnifique. No new leads. Again. About my hit and run. That destroyed my family. Welcome back to the Thought Junction, the deep web podcast dedicated entirely to all things conspiracy. Here with our resident private investigator. I got hired to investigate a murder. Possible cover-up. For reasons yet unknown. I pushed and they tried to kill me. My family paid the price. I'm gonna find out who killed our little girl. You're going to Wonder, I see. Okay, I'll be your wingman. I don't know who you are, but I'm coming. Wonder d'April Mullen. Au début, je croyais que c'était Batman. Ah ouais, mais là, il se rattrape. Il a pris sa grosse voix. Sur là. la fin, j'ai cru que c'était Taken. Et oui. Aaron Eckhart a pris sa grosse voix. Et à côté, pour animer un podcast sur la conspiration, on a Tommy Lee Jones. Oh, ce faux plaisir de le revoir. Là. Il faut bien manger. C'est ça. Ouais, mais il s'éclate. Ah bah oui, c'est sûr. À leur côté également, Catherine Winnick et Heather Graham. Les fameux. Roller Girl. Il y a 20 ans, on s'en souvient encore. Donc, Aaron Eckhart incarne Arthur Bretnick,
qui est un détective complotiste qui vit dans le désert, dans sa caravane, à côté de la caravane de Tommy Lee Jones, et le soir, il va animer un podcast complotiste. C'est génial. C'est génial. Et alors, ils sont appelés pendant leur podcast parce qu'il se passe pour un meurtre mystérieux qui a lieu dans la petite ville, dans le petit village de Wander, où visiblement, il y a des choses bizarres, il y a des cœurs qui éclatent et des gens qui ont l'air contrôlés. On ne nous dit pas tout. Arthur va enquêter et peut-être que cela est lié à son passé. Un scénario de complot, un scénario magnifique comme on les adore. Peut-être. Avec de la grosse voix. C'est merveilleux. Et il y en a un qui est fan de ce genre d'histoire parce que lui, il sait tout. Lui-même... Il a vu toutes les prods Besson. Voilà. D'ailleurs, on parlait d'ADN. Je me doute qu'il doit avoir un peu de sang reptilien aussi. C'est Marwan. Il a dit qu'il avait des origines multiples. Il a pas précisé lesquelles. Il a pas précisé. Ouais. Je suis d'origine Illuminati. Mais plus sérieusement, j'ai trouvé ce film jouissif. Vraiment dans le sens... C'est la journée, dis donc. C'est totalement ça, parce qu'en plus, vite fait, pour remettre dans le contexte, j'ai regardé, c'était le 6e film de la journée à 22h. Donc il fallait voir un truc quand même punchy, un truc qui allait être impactant. Ouais, c'est la séance du soir. Hein, voilà, c'est la séance du soir. Et j'ai trouvé que c'était un film qui était totalement, on va dire, déconnant, mais assumé dans le scénario. Avec des acteurs en surjeu et un qui voulait faire Batman et en même temps vraiment et qui arrivait à rendre des répliques pour moi cultes. Parce que vraiment c'est There is a war, Jimmy. Un truc comme ça, je fais c'est génial. This is between the good and the evil. C'est trop bien. C'est trop bien. Light and Darkness. Oui, Light and Darkness, voilà. C'était le même. Le manuel de la petite série Z. Et moi, j'ai trouvé ça très bien dans le sens où faut apprécier ces petites choses-là parce qu'en réalité, ça nous remet un peu en contexte le cinéma et ce que ça peut être et à quoi ça peut servir. Et ce côté complot, je trouve, et ce personnage totalement paumé, je trouve, sert un truc, et les gens autour de moi ne vont pas forcément être complètement d'accord, c'est par rapport à son montage. Pour moi, dans le premier sens du terme, le montage est fabuleux. Il est incroyable, il est fantasmagorique, il est hallucinogène, hallucinatoire, tout ce que vous voulez. Et en fait, dans tout ça, la réal arrive à chaque fois à, on va dire, éviter de faire suivre les mouvements des personnages et à souvent être dans le cut et particulier qui fait qu'on a l'impression de ne peut plus être dans sa réalité. En gros, on suit grâce au montage l'état d'esprit du personnage et que ce soit par rapport au fait de suivre plusieurs événements en même temps en se demandant à la fin qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, et c'est génial. Et ça, je trouve que elle a réussi à impliquer ce montage de sorte que on arrivait quand même si l'acteur jouait très très mal, à vraiment à être dans sa tête. Et moi, qui suis très fatigué parce que je suis levé depuis 7h du matin, j'ai aidé le personnage. Raconte sa vie ici. Ouais, c'est ça. Voilà, parce que j'ai pris mon petit déjeuner et puis c'est compliqué. Ouais. Après, je me demandais si on m'espionnait pas avec Mystériel, mais voilà. Ben, c'est qu'il faut poser des caméras et des micros partout, alors il faut se lever dans les autres, donc c'est un peu long. Et la BO, elle est géniale aussi. Oh, elle est incroyable. Non, mais vraiment, je suis trop fan de ce film. Hein. Un peu forte, peut-être, la BO. un petit peu. On a perdu Marwan. Ce sera le partenaire officiel du film lors de sa sortie. Le seul défenseur. Valentin. Après, le film, ouais, il est jubilatoire, mais on rigole quand même plus du film qu'avec lui, quoi. C'est quand même, autant s'il y a des, je vais pas contredire Marwan sur ce coup-là, s'il y a peut-être des fulgurances dans le montage, le film est quand même d'un certain mauvais goût quand même. Hein. C'est ça qu'on aime. On a des pièces rouges avec des hologrammes verts, des séquences de troubles où t'es avec un effet halo qui dédouble l'image, débulé et en plus en mouvement, donc ça fout la gerbe. On a la musique qui s'arrête pour laisser parler les personnages et qui reprend, par exemple, le fameux passage Light and Darkness, il y a une musique, Light. Et au moment où il va dire Light, la musique s'arrête et elle reprend derrière. Oui. C'est expérimental, c'est un peu de mauvais goût, des ordis tout verts, la tente dans laquelle ils enregistrent qui est toute rouge aussi, c'est marrant. C'est marrant. C'est génial. C'est de très mauvais goût, mais c'est plaisant quand même, quoi. Thierry. Bah, en fait, moi, je me suis posé des questions, parce qu'au début, quand j'ai vu ça, que ça partait sur les théories du complot et tout ça, j'ai pensé à Complot de Richard Donner, et je me disais,
généralement dans les films de complot, t'es souvent du côté, c'est un peu comme quand tu regardes X-Files, t'es du côté de Scully, t'es du côté du personnage sain en fait, qui va analyser le mec complètement taré. Et dans Complot, c'est pareil, t'es du point de vue de Julia Roberts, qui voit ce mec-là, qui va accepter son délire, qui va se rendre compte qu'il a peut-être pas si tort que ça. Là non, là on te met directement dans la tête du gros taré qui s'imagine des trucs, t'as aucun recul quoi. Donc du coup, on a tous vu Aaron Eckhart mal jouer, c'est-à-dire dans tous ses films. Mais est-ce qu'on a vu Aaron Eckhart mal jouer volontairement? C'est même pas 3 tonnes quoi. Là, il est vraiment au taquet. Là, c'est plus gabotiné à ce niveau-là. Et puis il change d'intention tout le temps. Il en fait des caisses, il est complètement parano, il boite. Il a une dégaine. C'est incroyable. Mais en plus, c'est ça, de se prendre pour un truc semi-SF avec des espèces d'expérimentations futuristes, de la théorie du complot de partout. Ça joue aussi avec les codes du film noir, mais tel qu'il devrait l'être. C'est-à-dire que tu vois un film avec Humphrey Bogart et on te dit, oh, il a beaucoup souffert, il est très alcoolique. Et donc, du coup, ça, tu vas le voir parce que de temps en temps, il résiste à la bouteille ou il prend un verre. Mais tu le vois jamais bourré. Alors que lui, il prend des médocs, il prend de l'alcool, il est complètement défonce H24. Ce qui fait que tu te dis que s'il y a rien qui est crédible et que tu changes de médicament toutes les 10 minutes, parce que c'est pas le même effet. Mais ça passe parce que Aaron Eckhart lui-même, on l'a pas dirigé, on lui dit, ah, là, t'es pété. Là, t'es sous codéine, là, t'es sous Ritaline, là, c'est, ok, d'accord, je change d'intention, ça marche toutes les 3 minutes, quoi, tu vois, c'est génial. Je sais pas comment ils l'ont dirigé, ils lui ont juste dit, vas-y. Vas-y. Ce que tu veux, fais-toi plaisir. Fais. Alors, je veux qu'il saute au cinéma. Bah, t'as quand même la scène où il arrive, il court vers la vitre, t'as un zoom, et t'as vu sa tête. Et le c'est merveilleux, c'est quoi. que selon les scènes, on n'a pas l'impression qu'il a les mêmes indications de jeu que Tommy Lee Jones, quoi. C'est assez impressionnant. Tommy Lee Jones, pour le coup, est assez sérieux, donc peut-être qu'il a pas eu le même script en main. Mais peut-être que c'est volontaire. Je l'espère. Margot. Bah alors pour le coup, les garçons ont dit tout ce qu'il fallait dire sur ce film. Moi, je conclurai sur une chose. J'ai l'impression qu'on m'a mis contre mon gré dans une essoreuse à salade. Qu'on m'a essoré. Je suis sortie de là. Et t'étais quand même pas sèche à la fin. Et j'avais envie d'y retourner en fait. Voilà. Parce que c'est bien. C'est ça, c'est mauvais, mais ça fait c'est du bien. mauvais, mais tu aimes. Et puis à 22h, il y avait plus personne dans le CID. Marwan, à la fin, il a applaudi pour 70 personnes. Qu'est-ce que tu veux faire à côté de ça? C'est beau. En plus, Tenet, c'était une histoire de oui face à ce film-là. Ah oui, mais Tenet, je l'ai compris plus rapidement que ce film. Nolan s'est peut-être inspiré de ça, et quand il l'a vu, il a fait, je vais simplifier Tenet. Ah waouh, mais c'est ça. Mais en plus, ce que j'adore, c'est que c'est excellent dans la théorie du complot. C'est-à-dire que le scénario, c'est une théorie du complot que tu lirais sur Internet. Tu te dis, mais c'est bancal, mais c'est pour ça que ça marche. Et t'en veux même pas au film de venir te faire de l'explication à la fin. Parce que généralement, c'est très agaçant, ça. Mais là, t'es là en... Ah merde, il me rajoute encore un truc derrière. Mais c'est normal, c'est une théorie du complot. Il y a toujours un complotiste qui va dire, ouais, mais en fait, non, parce que chaque fois que tu vas contre-argumenter un truc ou qu'il va y avoir quelque chose, il y a un autre complotiste qui va arriver derrière et qui va te re-expliquer quelque chose. Et on est parfaitement dans la thématique. Alors après, c'est nawak, c'est le son pète tout le temps, la musique, la lumière aussi par moment. Bon, déjà d'entrée, quand tu vois les 36 boîtes de prod, un coup c'est l'écran noir, un coup c'est l'écran blanc. Déjà t'es aveugle avant de voir le film. Déjà qu'il y a une mauvaise intention dès le début, parce que dès le début, enfin, on te parle quand même, il enquête sur un meurtre d'une jeune fille là qui s'est fait buter parce qu'elle a voulu se barrer d'un endroit, tu vois. Sauf que elle sort de sa voiture, elle court et t'as un bruit de minuterie. T'as un espèce de bruit de minuterie comme si un truc allait péter, tu vois son cœur qui fait boum et non, en fait, elle se prend 2 balles. Donc t'es là, tu fais pourquoi il y a une minuterie, pourquoi est-ce qu'il y a t'as un collier, Mais non, mais elle se prend pas de balles. Ah. Mais non, c'est la puce qui c'est la puce. sont Merde. implantées. C'est la puce, ouais. Non, on te fait croire qu'elle se prend des balles. Oui, après ils se prennent des balles aussi. Mais non, mais t'as bien vu quand Zizou, il y a la... Mais je me suis vraiment posé la question. Mais du coup, non, parce il y a la elle puce qui est implantée. Mais Il l'explique en plus. Sauf que le bruitage utilisé, c'est un bruitage de coup de feu. Tout n'est pas résolu. Tout n'est pas résolu. Tout n'est Chez pas. Wonder. Oui, mais c'est la puce qui fait exploser le cœur comme si elle. Non, mais oui, dedans, c'est ce qu'on nous montre, mais il y avait des bruits de coups de feu. Oui, bah ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Mais c'est un complot peut-être. Du coup, je m'étais dit pourquoi cette nuit. Alors après, c'est un film qui vient s'intégrer quand même dans la thématique. Alors, disons qu'il fait pas partie de la thématique en elle-même, parce qu'il fait partie des premières. Mais il y avait aussi en parallèle de la compétition et des avant-premières, il y avait une catégorie American Heritage. C'est beau. Et visiblement, il y avait un thème sur les films d'espionnage ou de complot, parce qu'il y avait les 3 jours du Condor, The Game et Total Recall. Ouais.
Et c'est vrai qu'en matière de ça, théorie quoi. du complot, Total Recall, ça se pose là. ça se passe bien là, ouais. Donc ouais, on était bien. Bon, ça, c'est peut-être plus danardesque que les 3 que j'ai cités quand même. Message pour l'année prochaine, on aime bien les docteurs, hein, mais faites-nous une sélection monstrueuse sur les complots, on n'ira même pas voir la compète. Hein, Ben, elle y était, mais on a vu la compète. Et remettez Total Recall. Mais alors, le Total Recall, c'est parce qu'il est réédité Ça y est, un en remaster version 4K. il est remasterisé 4K. 4K, voilà, donc ça veut dire qu'il va sortir pas longtemps. Alors, ça va être très très beau. Voilà. Il est déjà passé chez Pathé Gaumont. Je crois, d'ailleurs, je crois que même au moment où on l'enregistre, il est peut-être déjà sorti, parce que j'ai pas les dates exactement, mais je crois qu'il sort ce mois-ci, ce mois de septembre 2020, me semble-t-il. Bon, bref, Wonder, c'est bon pour déconner. Voilà. Mais en plus, moi, je trouve que ça fait C'était génial. du bien. Non, mais franchement, au bout de 9-8 jours de festival, là, se rincer avec Wonder, ça, il y a plein de pression qui part d'un coup, là. La vraie question est pour Gabin, est-ce que tu vas le rattraper demain, du coup? Bien sûr que non. Mince, on n'a pas été assez convaincants. Vas-y avec des pizzas et des bières. Ah oui. Ouais, ils vont pas du tout me laisser rentrer, du coup. C'est peut-être le film où j'ai le plus regretté qu'ils vendent pas de popcorn à l'entrée. Quoique, ça repasse au Morny, donc là, j'aurais peut-être droit du popcorn. Techniquement. C'est un cinéma. Attention, te trompe pas de salle, tu vas peut-être te retrouver devant la daronne. hein. Je vais demander à Richard Patrice ce qu'il en pense. C'est la fin de l'émission. La fin de donc c'était notre avis et nos retours sur les films projetés ce vendredi 11 septembre. Pas d'émission demain directement parce qu'on va regrouper tout le week-end, samedi tout le monde et va à dimanche. la plage. Parce que tout le monde va à la plage. Non, parce que en fait c'est fait, les films sont dispatchés puis on va pas faire. En fait, il y a le palmarès et puis encore 2 films le lendemain. On va peut-être pas faire une émission pour juste 2 films. On va tout vous regrouper. Est-ce qu'on peut faire un podcast à la plage? On peut. On a le matos pour, on peut. Cool. Ça sera, par contre, ça sera un peu plus folklore, il faudra faire du montage, donc en fait, je préfère qu'on le fasse quand même à la villa. Ce week-end, on reviendra sur le palmarès, bien sûr. On reviendra également sur les films du festival d'Annecy qui sont présentés. 3 films, Calamity, Petit Vampire et Lupin 3, The First. Enfin, oui, c'est moi qui tape, je suis super content. Oui. Et également sur Slalom, oui. qui est moins joyeux hein, d'un coup. Qui a l'air de moins emballer les gens. Oui. J'ai même pas lu. Bon, vraiment, j'aime bien le suspense. On ira voir. Je pense que j'ai l'impression que c'est un truc sur les courses de voiture. Alors, on y va en chasse-neige. Slalom, Ouais, c'est ça. alors, Slalom, qui est le vrai dernier film de la sélection cannoise d'ailleurs. Et prix d'Ornano Valenti. Et prix d'Ornano Valenti aussi, même si personne ne sait ce que c'est. Tu fais pas Slalom Un avec les premier voitures. film français qui est récompensé. Oui, c'est vrai. Et film franco. Heureusement qu'il est là, français, Valentin. Et oui. l'année dernière, c'était Les Misérables. Oui. Voilà. Ah, c'était- Et on avait chialé nos mères. Oh. Et Ah. l'année d'avant, c'était les chatouilles. Et vous avez dû chialer vos mères. Voilà, oui. Donc, du lourd. Enfin, donc, une grosse attente pour ce film demain. Merci les amis. Merci Margot. Merci. Merci Gabin. De rien. Marwan. Merci. Merci Valentin. Au revoir. Et bon retour. Ah oui. Merci. Puisque Tu vas nous manquer. Alors, petit spoiler, toi tu as vu comment Le je suis film. devenu super-héros. Oui. Alors, en deux mots, pour pas trop spoiler, mais... Décevant. Une belle promesse, mais décevant. Une belle proposition plutôt. Une belle proposition, mais décevante. Tu peux dire pas ambitieux. Alors, comment bah, je ça suis va, devenu descendez pas tout super-héros le film. Je dis rien. Comment je suis devenu super-héros? C'est le film de clôture que certains ont pu voir en projo presse. Ceux qui n'étaient pas accrédités presse. En plus. Et Et ça, faut pas le dire, c'est les petites astuces. est-il aussi décevant? On vous le dira dans la prochaine et dernière émission de la spéciale Deauville. Merci Thierry, toi aussi. Suite à sa déception face à comment je suis devenu un super-héros, je revends à un Valentin, voilà, pas trop cher, hein, déjà usé, il a fait 6 Deauville avant nous. Mais par contre, il a des petites astuces, comme il le dit si Mais bien. on l'a déjà vendu, on l'expédie demain, on t'a dit. Oui, non, mais bon, là, pour l'instant, il va dans un entrepôt, donc si on peut en foutre quelque chose et ramasser un peu de thunes avec, Je vaux pas très cher. Hein. ça fera un peu une Fiat Punto à l'Argus, quoi. Waouh. Ah ouais, t'es ambitieux, toi. Bon, écoute, on va remplir l'annonce, fais le paquet. Pendant ce temps-là, je fais la désannonce. Allez, contorsionne-toi. C'était Certains l'aiment à Deauville, un épisode spécial de Certains l'aiment à chaud. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez soutenir l'émission
abonnez-vous et laissez un commentaire sur votre appli de podcast préféré. Vous pouvez également nous partager sur les réseaux sociaux. S'abonner rend riche. Partagez-nous. Partagez-nous sur les réseaux et retrouvez-nous. On est sur Twitter, Facebook et Instagram, @clahacpodcast, avec 2 A à clac. On se dit à dans 2 jours. Donc l'émission devrait sortir lundi, du coup, si tout va bien, puisqu'on l'enregistre dimanche soir. Dans votre appli. Si je la partage, attends. Oui, mais moi je la partage et puis les gens sont abonnés. Abonnez-vous, justement, pour ne pas dépendre de Thierry. Soyez indépendants, abonnez-vous. S'abonner rend intelligent. On se retrouve très bientôt. Bisous, bisous, bisous. Bisous. Bisous.